avec le RVP au printemps passé un grand sondage sur la vulnérabilité des pères. Il y avait 2119 pères dans le sondage et ce qui est vraiment intéressant, c'est que parmi les 2119 pères, il y avait 423 pères de l'île de Montréal. Et ce que Carl va vous présenter ce matin, c'est justement ces pères-là de l'île de Montréal. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur leur vulnérabilité? Alors, Carl, je te cède la parole. Je suis les recommandations de nos dirigeants de santé publique avec le masque. Surtout que le week-end dernier, j'ai eu le bonheur d'accueillir mes petits-enfants à la maison. Et puis, il y en avait 2 sur 3 qui avaient le rhume. Donc, je commence à avoir le nez un peu congestionné. Je vous protège de moi. C'est intéressant d'être invité à parler de paternité à l'intérieur d'une activité, d'un regroupement qui s'intéresse à la santé des hommes, parce que, entre autres, le fait de devenir père, ça engage les hommes dans une trajectoire développementale particulière. Okay? Une trajectoire développementale qui va leur permettre de vivre des expériences qui vont enrichir leur vie, mais aussi une trajectoire développementale qui va les exposer à des formes de vulnérabilité qu'ils n'auraient pas s'ils n'étaient pas engagés sur cette trajectoire. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de vulnérabilité au pluriel, ben, on va la singulariser, cette vulnérabilité, pour examiner à quoi ça ressemble, cette vulnérabilité, lorsqu'on la regarde sous l'angle de ce qui se passe lorsqu'un homme agit en tant que père auprès d'enfants dont il est responsable, auprès d'enfants avec qui il cohabite. Donc, quand on parle de vulnérabilité aussi, j'aimerais juste peut-être faire une petite parenthèse. De quoi le mot vulnérabilité est-il le nom? Okay? Quand on parle de vulnérabilité, en fait, on parle du risque d'être blessé. Okay? Et le risque d'être blessé, il est répandu partout. Tout le monde est susceptible de risquer d'être blessé dans sa vie. Donc, il n'y a personne ici aujourd'hui qui probablement s'est levé en disant « Aujourd'hui, moi, je suis invulnérable, c'est un choix que j'ai. » Non, on n'a pas le choix. On est constamment vulnérable. Donc, quand on parle de vulnérabilité, on parle d'une vulnérabilité qui est ordinaire, qui est universelle. Tout le monde est associé à ça. Mais quand on parle de vulnérabilité pour pointer certains groupes en particulier, là, à ce moment-là, c'est plus juste le risque d'être blessé auquel on fait référence, mais c'est plutôt la répartition inégale de ce risque d'être blessé. L'exemple que je donne souvent pour essayer d'imager cette répartition inégale, c'est imaginer 2 personnes jumeaux identiques qui ont exactement les mêmes capacités physiques, mentales, qui se ressemblent en tout point, et ils décident d'aller prendre une marche dehors. Et il y a un de ces hommes qui va marcher sur le trottoir et l'autre va décider de marcher en plein milieu de la rue. Okay? Celui qui marche en plein milieu de la rue va risquer beaucoup plus d'être blessé que l'autre, même si c'est 2 personnes qui sont exactement pareilles. Donc, lorsqu'on parle de vulnérabilité ici, aujourd'hui, on va parler de cette répartition inégale, du fait qu'il y a certains groupes de pairs qui vont vivre une vulnérabilité qu'on peut appeler problématique ou particulière. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et puis, comme Raymond le mentionnait, on va en parler à partir de données que l'on a recueillies à propos des pairs. Vous savez, lors de la pandémie, il y a eu quand même plusieurs enquêtes au Québec, au Canada, sur comment la pandémie, comment le confinement aussi, les mesures de restriction socio-sanitaires ont impacté la vie des familles, la vie des enfants, la vie des parents. Les enquêtes que l'on a faites, cependant, ont beaucoup plus touché l'observation des mères. Beaucoup moins l'observation de ce qui se passe pour les pères. Et donc ici, l'enquête, les résultats de l'enquête qu'on vous présente, elle est à peu près unique parce qu'elle
a réuni des observations spécifiques à propos des pairs. Donc, je vais vous présenter ça. Ah, juste peut-être vous mentionner que à quoi ça sert dans une enquête comme celle qu'on évoque, Raymond et moi, maintenant, de dire, ah, on va prendre une certaine portion de cette enquête-là pour être en train de regarder qu'est-ce qui se passe dans un territoire comparé à l'ensemble des données. Évidemment, ça à quoi ça sert de faire cette opération, c'est d'aller à la rencontre de ce groupe-là, donc d'être en train de se dire, en fait, les personnes que l'on invite ici aujourd'hui, à travers ma présence dans une conférence d'ouverture, c'est ces 420 quelques pairs qui ont répondu au sondage. Donc, imaginez qu'on n'est pas juste 140 ici, mais imaginez qu'on est plus de 500 virtuellement. Donc, c'est ces personnes que l'on cherche à représenter d'une façon particulière pour aller à la rencontre. Ça sert d'appui aussi, c'est un exercice comme celui-là, à la compréhension des enjeux. Hein? Qu'est-ce qui fait partie de la vie de ces hommes auxquels ils sont confrontés et puis qui suscitent des problèmes auxquels ils doivent apporter une réponse. Ce n'est pas juste des choses qui passent comme une lettre à la poste. Donc, ça permet d'identifier des enjeux particuliers et ça permet aussi, quand on fait ce genre d'exercice, inspiré par des données régionales, locales, de pouvoir faire en sorte de créer un partage. Hein? De créer un partage autour de ce que l'on peut faire avec les personnes qui sont engagées à vouloir aider ces groupes de personnes en particulier, puis qu'est-ce qu'on peut être en train de faire. Raymond vous l'a mentionné, 219 pairs, 423 qui habitent l'île de Montréal. Quand on parle des pairs ici, on ne parle pas juste des pairs biologiques, on parle des pairs adoptifs, on parle des beaux-pères, des conjoints qui vivent avec une femme qui a des enfants. Bref, c'est très large la définition de la paternité, mais il fallait avoir au moins un enfant mineur pour participer au sondage. Et puis, ça a été réalisé au mois de mars, donc à un moment où, vous vous rappelez ce qui s'est passé au mois de mars? On était obligé de reporter les masques et puis tout ça. Et puis, donc, on est encore aussi avec les réponses qu'il y a dans ce sondage-là, non pas dans du post-pandémie. Hein, on est encore dans de la pandémie. Et puis donc, je vous passe les détails sur ce qui a été exploré autour de la paternité. Juste rapidement, fait saillant, donc si après il y a des gens qui veulent s'en aller, c'est possible. Parce qu'après ça, je vais vous donner des chiffres. Puis je sais que les chiffres, ça peut être un peu assommant. En fait, il y a Disraeli, le premier ministre de l'Angleterre à la fin du 19e siècle, qui disait qu'il y a trois mensonges, il y a trois types de mensonges. Il y a les mensonges ordinaires, il y a les gros mensonges, puis il y a les statistiques. Donc, il faut faire attention. Donc, premier constat, les pairs montréalais rapportent plus de manifestations de vulnérabilité que ceux de l'ensemble du Québec. On va aller voir ça en détail dans quelques instants. Deuxième constat, la proportion de pairs montréalais qui manifestent une détresse psychologique élevée a tendance à être plus forte pour certains sous-groupes socio-économiques comparés à la même proportion des pairs, des sous-groupes de pairs dans l'ensemble du Québec. Les pairs montréalais rapportent moins de capacité de résilience, qui est un antidote à la détresse, okay, que ceux de l'ensemble du Québec. Et, dernier constat, parmi les 5 facteurs personnels qui contribuent à une plus grande détresse chez l'ensemble des pairs du Québec, parce que le sondage nous a permis d'identifier 5 aspects en particulier, ben, les pairs montréalais vont se caractériser par une plus grande présence de certains de ces facteurs, puis une moins grande présence pour d'autres. On va aller voir ça. On va aller voir à quoi ça ressemble, le profil. Premier constat, les manifestations de vulnérabilité. Il y a 2 éléments. Un principal sur lequel la plupart des autres analyses vont porter, qui est celui de la détresse psychologique des pairs. Donc, on a, à l'intérieur de cette enquête, investigué sur
cette détresse psychologique qui, en fait, est un indice qui est utilisé en santé publique pour pouvoir être en train d'évaluer cet aspect-là dans une population. Et on a la possibilité de pouvoir identifier un seuil. Donc, lorsque les pères rapportent un score de détresse psychologique de 13 et plus, là, donc on sait que c'est de la détresse psychologique élevée. Et là-dessus, ce que l'on sait, lorsqu'on compare pères montréalais ensemble, il y a pères dans l'ensemble du Québec, c'est que les pères manifestent de la détresse psychologique, rapportent cette détresse psychologique 31% plus que les pères dans l'ensemble du Québec. On parle ici d'un père sur 6, hein, à peu près 17%, comparé à un père sur 7 pour l'ensemble du Québec. La question aussi, il y a des manifestations de vulnérabilité. On l'a regardé également à travers les idéations suicidaires. Et encore ici, on a une distinction qui est à faire entre les pères qui habitent sur l'île de Montréal, où il y a 10% d'entre eux qui manifestent des idéations suicidaires au moment où ils ont répondu au questionnaire. Et puis, dans l'année qui a précédé, comparé à 7% chez les pères. Donc, c'est une différence en plus de 43%. La proportion de pères montréalais qui manifestent une détresse psychologique élevée a tendance à être plus forte pour certains sous-groupes. Et ici, 2 éléments qui ressortent, c'est le revenu familial annuel et c'est la séparation conjugale au cours des 5 dernières années. Donc ici, les pères montréalais sont plus susceptibles d'être identifiés dans le groupe détresse psychologique lorsqu'ils ont un revenu qui est de 35 000 ou moins, comparé à l'ensemble du Québec, et sont plus susceptibles d'appartenir à ce sous-groupe des pères qui manifestent la détresse psychologique élevée lorsqu'ils rapportent avoir vécu une séparation au cours des 5 dernières années. C'est un peu comme si ces 2 éléments, ces 2 conditions de vie ont un potentiel plus important d'être associés à de la détresse psychologique chez les pères ici à Montréal que dans l'ensemble du Québec. La résilience. Okay? La résilience, c'est la capacité qu'une personne a à rebondir lorsque elle affronte une difficulté qui la fait trébucher, voire même la fait tomber. Est-ce que je suis en mesure d'affronter cette situation, de rebondir, de me relever, de faire face? Okay? Donc, la résilience, c'est faire face, mais la résilience aussi, c'est faire front. La résilience, c'est aussi faire avec, arriver à négocier avec des choses qui sont difficiles dans notre vie. C'est un concept qui est pas nouveau, mais qui est quand même assez récent dans notre façon de penser le bien-être des êtres humains, le bien-être, le développement des enfants et des adultes. Donc ici, on a utilisé un indice qui nous amène à identifier des personnes qui vont rapporter un degré de résilience plus élevé ou plus faible. Et là-dessus, on compare par exemple les personnes qui nous rapportent une capacité de résilience faible, et puis là, on a une différence qui est de moins 26% lorsqu'on compare les pairs de la région de Montréal aux pairs de l'ensemble du Québec. Puis la résilience ici, ce n'est pas juste quelque chose qui appartient aux personnes. La résilience, en fait, c'est situé dans l'interaction entre la personne et son environnement. Okay? Donc, quand on parle de résilience, on n'est pas en train de parler de, je ne sais pas moi, de la couleur des yeux d'un homme, quelque chose qui lui appartient en propre. On parle de quelque chose qui est dans cette interaction entre lui et son environnement quotidien. C'est de ça dont on parle quand on parle de résilience. On est en train ici de parler que dans l'interaction entre les pairs et puis ce qu'ils vivent dans leur environnement quotidien ici à Montréal, il y a quelque chose qui fragilise les pairs dans cette capacité
de rebondir. Quatrième, dernier constat, il y a 5 facteurs de nature personnelle qu'on a investigués à l'intérieur de cette enquête qui nous permet de comprendre ce qui nous amène à expliquer pourquoi certains hommes vont rapporter de la détresse psychologique et d'autres moins. Donc, il y a 5 facteurs qui ressortent à l'intérieur de cette enquête que l'on a menée auprès de 2119 pères. Les 5 facteurs, c'est la présence de violence dans l'enfance et l'adolescence. Et ici, on constate que chez les pères montréalais, ceux-ci rapportent davantage de violences physiques sévères dans leur enfance et rapportent davantage de violences sexuelles qu'ils ont subies dans leur enfance ou leur adolescence. Donc, c'est une surcharge développementale. En anglais, on appelle ça ACE, là, Adverse Childhood Experiences. Donc, des expériences d'adversité dans l'enfance. Et ces expériences-là constituent une charge développementale qui ne va pas déterminer, condamner les personnes à être, par exemple, des mauvais parents ou des mauvais conjoints, mais qui va rendre les choses plus difficiles. Vous savez, le dicton qu'on dit « Ah, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu », c'est faux. C'est faux. Okay? Cependant, on est capable de donner ce que l'on n'a pas reçu, mais ça va faire mal, ça va demander beaucoup plus d'efforts et ça va demander du soutien pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc ici, avec ce facteur, on est en présence, chez les pères montréalais, d'une problématique qui est probablement plus présente ici, à propos de cet élément-là. La relation coparentale insatisfaisante, c'est un autre facteur qui nous aide à comprendre la détresse psychologique des pères. Okay? Le fait d'avoir de la difficulté à travailler en équipe avec la mère des enfants ou avec la conjointe avec qui je partage les responsabilités à l'égard de mes enfants, c'est un facteur important dans la présence de détresse psychologique des pères. Et ici, on constate que c'est plus difficile pour les pères de vivre une relation coparentale qui est satisfaisante comparée aux pères dans l'ensemble du Québec. Le manque de confiance dans ses habilités à être un bon père, c'est un autre facteur qui explique la détresse psychologique des pères et qui, ici, est vraiment quelque chose qui distingue les pères montréalais des pères dans l'ensemble du Québec. Il y a beaucoup plus de pères ici qui vont dire « Ah, c'est que c'est compliqué. Okay? C'est pas facile d'être le père de cet enfant-là ou de ces enfants-là. C'est pas facile de savoir qu'est-ce que je dois être en train de faire pour répondre aux attentes. Hein? Attentes qui exigent aussi que j'en fasse l'analyse. Parce que les pères sont au centre aussi de plusieurs types d'attentes. Et puis, il faut se le dire, ces attentes-là ne sont pas toujours très cohérentes les unes par rapport aux autres. Il y a des messages contradictoires. Fait que cette question, il y a de la confiance en ses propres habiletés, c'est un élément qui est essentiel à l'exercice du rôle de parent, du rôle de mère, du rôle de père, d'être capable de faire confiance en ses propres capacités, en sa propre efficacité, en sa propre compétence en tant que parent. Et ici, il y a plus de pères qui sont en train de nous dire « ça me chatouille » ou « ça me fait mal » à cet endroit-là. Okay. L'absence d'aide de leur entourage pour les soutenir dans leur rôle. Ici, ce qui est intéressant, c'est que les pères de la région de Montréal vont se retrouver en proportion un peu plus faible à dire que j'ai une absence de cette aide, de ce soutien de mon entourage. Donc, les pères ici à Montréal sont en train de dire « oui, j'en ai de ce soutien-là de la part de mon entourage ». Fait qu'il y a quelque chose aussi qui est intéressant à noter ici, qui est comme un facteur de protection peut-être, sur lequel on peut être en train d'appuyer. Okay? Puis comment est-ce qu'on peut s'en servir comme levier de cet aspect-là?
Et pour ce qui est du dernier facteur, du 5e facteur qui explique la détresse psychologique des pères, l'utilisation de l'aide psychosociale. Okay? Donc ici, une faible utilisation de l'aide psychologique, c'est directement relié à une augmentation de la détresse psychologique que les hommes vont nous rapporter. Vice-versa aussi. Hein? Donc, les hommes qui ont le plus de détresse psychologique, c'est ceux aussi qui vont avoir le moins tendance à utiliser les ressources à leur disposition, les ressources d'aide à leur disposition. Donc, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre d'une espèce de tandem sulfureux. Là. Tu sais, ça crée des flémèches, ce genre de choses. Et dans le cas de la comparaison avec l'ensemble du Québec, pour les pères montréalais, on a les résultats suivants qui sont aussi intriguants. D'une part, les pères vont nous dire qu'ils consultent davantage, ici à Montréal, qu'ils consultent davantage des ressources comparées aux pères dans l'ensemble du Québec. Mais, dans le même souffle, ils vont être en train de nous dire « je les connais moins, ces ressources-là ». Okay? Donc, c'est probablement ici quelque chose, toutes sortes d'hypothèses, hein? Mais il y a probablement quelque chose aussi qui est de l'ordre de, bien, quand j'ai besoin d'une aide très, très spécialisée, peut-être qu'à Montréal, il y a une réponse qui est plus précise que dans l'ensemble du Québec, mais que ça dépend où je suis. Et puis que là, ben, il y a un plus grand nombre de pères qui vont dire « je ne sais pas trop nécessairement où aller chercher lorsque je n'ai pas des difficultés qui rentrent dans un créneau en particulier. » Alors, conclusion, je vous invite à ce qu'ensemble, parce qu'on va avoir une discussion après, hein, c'est dans les plans, hein, on va être en train d'échanger, je vous invite à ce qu'on s'appuie sur la phrase suivante, « Les lieux font les liens ». C'est une phrase, c'est une façon de parler qui a été mise de l'avant par un sociologue français. Donc, lorsqu'on est dans un lieu, ça va conditionner, ça va charpenter la façon dont on va créer des liens. C'est pas banal qu'on se retrouve à Montréal ou à Sept-Îles. C'est pas banal qu'on se retrouve au Québec comparé à la Suède ou la Thaïlande. Okay? Donc, ça a un rôle à jouer dans la manière dont on va se relier les uns aux autres. Je dis souvent qu'ici, au Québec, on est un pays nordique et puis notre géographie fait en sorte que le froid, la neige et les tempêtes ont un impact important historiquement dans notre façon de se relier les uns aux autres, même dans notre façon de créer des villes puis des villages. Okay? Au cours des 400 dernières années, c'est pas pour rien qu'on on se retrouve à vivre de cette façon-là, comme on le vit ici aujourd'hui. Donc, les lieux font les liens. Et à ce moment-là, ce qu'on a comme élément à prendre en considération ici à travers les résultats de ce sondage, c'est ce lieu-là, ou ce lieu pluriel, parce que Raymond l'a souligné tout à l'heure, Montréal, c'est un lieu où il y a beaucoup de diversité entre un endroit comparé à un autre. Okay? L'Ouest versus l'Est, etc. Et puis, donc, de considérer la vulnérabilité des pères comme étant non pas une vulnérabilité qui est liée essentiellement au lieu, mais une vulnérabilité qui est liée à la façon d'entretenir, de fabriquer, de retisser des liens pour les pères. Et donc, ça soulève, par exemple, une des conclusions, un des constats, que ces liens sont fabriqués par les caractéristiques du lieu. Donc, on retrouve ici une plus grande détresse psychologique, une proportion plus grande d'avoir subi des mauvais traitements, etc. Ce n'est pas des caractéristiques individuelles des pères. C'est des caractéristiques qui parlent de la façon dont ils sont en lien ou la façon dont ils ont des difficultés à s'installer dans des formes de liens qui vont être propices à
construire, créer de la confiance en soi, réduire la détresse psychologique. Donc, tous les éléments qui sont mis en évidence dans cette enquête, là, depuis que je vous en parle, ça évoque plutôt un isolement, plutôt une moins grande interdépendance dans l'exercice du rôle parental chez les pères, et en particulier pour certains pères. Donc, dans cette perspective, je vous invite peut-être à réfléchir à 3 enjeux qui, à mon avis, émergent. Comment certains lieux, les lieux ici, c'est autant des lieux géographiques, des quartiers, que des lieux socioculturels, des espaces socioculturels. Donc, comment certains lieux sur le territoire de Montréal contribuent-ils à déliter les liens nécessaires à l'exercice responsable, adéquat, positif, name it, de l'engagement paternel et de la collaboration coparentale? Parce qu'on a identifié cet aspect-là de la collaboration coparentale comme étant un élément important. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour ces liens dont un père a besoin de prendre vie et d'être riche à l'intérieur de certains lieux plutôt que d'autres? Comment les pères montréalais sont-ils actifs dans ces lieux-là pour préserver leurs liens qui, malgré les obstacles qu'ils rencontrent, vont leur permettre de vivre, même si ce n'est pas complètement, leur rôle de manière plus confiante, gratifiante et éclairée? On n'est pas en train ici de dire que parce qu'un père manifeste la détresse psychologique dans l'exercice de son rôle, qu'il est condamné à trébucher. Okay? Les êtres humains sont actifs. Ils vont activement chercher à affronter les obstacles de leur vie. Il y en a qui vont abandonner la partie. Okay? Ça va arriver. Mais avant d'abandonner la partie, la grande majorité des êtres humains vont vraiment gigoter fort pour essayer de faire en sorte de préserver ce qu'ils ont à leur disposition. Fait que la façon de regarder les liens aussi à l'intérieur des lieux montréalais, c'est de regarder aussi comment les pères cherchent à préserver certains liens en particulier qui sont importants pour eux. Un autre enjeu, c'est comment ces lieux peuvent-ils être transformés? Et là, on peut avoir toutes sortes d'images. Comment certains lieux peuvent être aplanis, peuvent être reconfigurés, peuvent être paysagés, revitalisés, décontaminés, enrichis, you name it, OK? De manière à ce qu'ils puissent devenir plus propices à l'établissement puis au maintien de liens qui soutiennent l'engagement paternel et la collaboration coparentale. Comment on peut jouer sur les conditions qui facilitent ces liens-là? Puis évidemment, ces liens, on a vu tout à l'heure, ça peut être de se servir de ce que les hommes nous disent en termes d'importance du soutien qu'ils reçoivent de leur entourage. Okay? Mais ces liens-là, c'est aussi des liens avec des personnes comme vous, les personnes que vous représentez. Donc, piste d'exploration, je vais terminer là-dessus. Les conditions de vie. J'ai mentionné des faibles revenus, j'ai mentionné le fait de vivre des séparations au cours des 5 dernières années comme étant des indices qui nous amènent, qui nous pointent sur des conditions de vie particulières. Il y en a d'autres que le sondage n'a probablement pas réussi à pointer, à identifier, mais il y en a certainement d'autres qui sont là. Donc, on est ici en présence de conditions de vie qui compliquent l'engagement paternel et la collaboration coparentale, notamment parce que ça crée de l'isolement, ça délite les liens d'interdépendance. Donc ici, les questions intéressantes probablement à se poser en termes de pistes de réflexion, c'est quels sont les obstacles qui contribuent au maintien et à la détérioration des conditions de vie ici à Montréal, sous l'angle de l'engagement des pères et de la collaboration coparentale. Ici, là, la partie qui est importante, c'est sous l'angle de l'engagement des pères et de la collaboration coparentale. Parce qu'il y a plein de monde
ici à Montréal, mais un peu partout au Québec, qui se posent la question, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'identifier les conditions de vie qui font obstacle au bien-être, à la santé des personnes. Hein? Tu sais, en santé publique, on s'intéresse beaucoup aux déterminants sociaux. Mais ici, c'est important d'être en train d'examiner dans la perspective des pairs, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quel genre d'éléments de conditions de vie doivent être probablement plus ciblés parce que les pairs y réagissent plus à ces éléments-là. Quels sont les alliés du réseau de services aux enfants et à la famille qui peuvent avoir de l'influence sur l'amélioration des conditions de vie? Qui devrait être engagé au-delà du cercle un peu fermé des initiés? Okay? Qui sont les autres personnages de la communauté montréalaise qui ont de l'influence sur certaines conditions de vie qui affectent plus directement les pairs dans l'exercice de leur rôle, que l'on devrait être en train d'engager ou avec lesquels on devrait vraiment entretenir des bons liens pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des choses qui se modifient. Quelles sont les pratiques, les initiatives porteuses sur ce plan qui peuvent inspirer d'autres personnes? Il y a sûrement ici, dans certains endroits à Montréal, des choses qui se font pour améliorer ces conditions de vie, puis comment ça peut inspirer d'autres, puis comment faire participer les pairs. Okay. Et ça, c'est un aspect qui est très important. Puis je vais finir sur le dernier élément qui est de l'offre de service. Donc, ici, une offre de service aux pères, à la diade coparentale, puis aux enfants. La disponibilité, l'accessibilité, la qualité des services, oui, mais dans la perspective des pères en situation de vulnérabilité, dans la perspective des répercussions que cette vulnérabilité peut avoir sur la relation père-enfant puis la collaboration coparentale. On n'a pas beaucoup de chiffres là-dessus. Okay? Ça ne fait pas beaucoup partie des radars, ces éléments-là. C'est quoi les stratégies de démarchage, de travail de proximité auprès des familles qui sont inclusives des pères? Se rapprocher des familles en situation de vulnérabilité, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on va réussir à se rapprocher des pères dans ces familles-là. Et puis ici, s'approcher des pères, c'est aussi se rapprocher de l'expérience d'être un père. Ça ne veut pas juste dire « Ah oui, je l'ai rencontré. Ah oui, je le connais. Ah oui, j'ai eu des contacts avec lui. » Oui, mais est-ce que tu l'as écouté? Est-ce que tu t'es approché de son expérience? Et, dernière chose, agir de manière précoce sur le développement des habiletés parentales et coparentales chez les pères, avec des messages, des activités qui vont faire que ces pères-là vont se reconnaître dans ces activités, puis qui vont avoir plus de possibilités d'habiter le rôle de père. J'arrête là-dessus.